À l'affiche de l'actualité internationale cette semaine, ce sommet États-Unis-Afrique, nous allons en parler avec mes invités habituels du vendredi, Hamzat Abdoulaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consulté analyste géopolitique. Merci d'honorer ce rendez-vous de Le plaisir votre pour moi. présence. Joël Ataï Gedegbe. Bonsoir. Bonsoir, expert en gouvernance. Morgana Soba Metonji, consultant, analyste géopolitique, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très positif. Je vais commencer par vous, ce sommet France, ce sommet États-Unis-Afrique. En tout cas, la France aurait bien voulu être invitée, certainement. Parce que la France-Afrique, voilà. Très belle pour la France de se retrouver aux côtés des États-Unis pour renouveler. Alors, États-Unis-Afrique, un sommet assez intéressant, même si cela n'est nullement surprenant. Cela n'est nullement surprenant à cause des enjeux actuels de la scène internationale. Il y a actuellement sur la scène internationale une crise économique qui fait que tous les acteurs majeurs de la scène internationale sont en train de se retrouver dans une situation où il faille renforcer leur capacité économique. Et qui dit renforcement de capacité économique dit renforcement de partenariat avec des acteurs qui peuvent ne pas être majeurs, mais qui permettent de maintenir l'équilibre économique. Et l'Afrique aujourd'hui se trouve être cet acteur-là sans lequel aucun de ces acteurs majeurs, à savoir la Chine, la Russie, bon, on va continuer à laisser la France avoir une place. Et il faut regarder aussi le Royaume-Uni. Si vous vous mettez dans la logique de ce qui se passe, vous vous rendrez compte que la France a eu son sommet avec l'Afrique, mais cette fois-ci, c'était orienté vers les peuples plutôt que les chefs d'État. La Russie aussi a organisé un entretien avec les pays africains. La Chine aussi a décidé de faire pareil. Et donc les États-Unis font pareil parce qu'ils ont compris qu'il est très important pour eux de renforcer ces liens qui sont en train de s'effriter au profit des autres acteurs qui sont très compétitifs sur la scène internationale avec les États-Unis. Et l'acteur majeur dans ce cas, c'est bel et bien la Chine. Les États-Unis se retrouvent à un niveau où le développement économique de la Chine, bien qu'il soit en train de connaître un ralentissement aujourd'hui, reste quand même très proche de celui des États-Unis. Et il est clair aujourd'hui pour tout le monde que l'un des plus gros partenaires économiques de la Chine, c'est bel et bien l'Afrique. Et donc, c'est tout à fait compréhensible que les États-Unis se tournent vers l'Afrique pour voir dans quelle mesure, non seulement ralentir ce partenariat dynamique entre la Chine et l'Afrique, mais renforcer le partenariat économique entre les États-Unis et l'Afrique. Situation compréhensible, mais la grosse question c'est qu'est-ce que l'Afrique peut en tirer comme profit de cette opportunité. Voilà, avant d'y arriver, Hamzat Abdoulaye, je voulais juste préciser, contextualiser la question. Il a évoqué, cette rencontre intervient dans un climat, on m'a dit, presque de guerre ouverte contre l'activisme russe sur le continent et les velléités chinoises, donc entre les deux. Est-ce que pour vous, comme beaucoup tendent à le clamer, c'est une réponse directe à cette nouvelle configuration qui se dessine sur le continent? Alors, il est clair et c'est établi depuis quelques années que la suprématie de l'Occident, avec à sa tête les États-Unis, est en train de s'effriter. Et cet effritement est en train de redéfinir d'une certaine façon les relations internationales. Et dans cette course effrénée de celui qui va le plus attirer l'Afrique, eh bien, on se rend compte que les États-Unis sont en retard par rapport, bien entendu, à la France, en retard, bien entendu, par rapport à la Chine et en retard, bien entendu, par rapport à la Russie qui a gagné du terrain. Alors, face à à cette perte de terrain, les États-Unis sont en train de rattraper en quelque sorte le temps perdu, le temps à négliger les Africains, le temps maintenant. Ça, c'est un fait. Mais est-ce que avec ce sommet, on aura droit à la réponse que les Africains souhaitent? Qu'est-ce que les Africains souhaitent? Ce n'est pas grande chose. Bon, on peut le dire, et ça peut être relatif, mais les Africains veulent avant tout avoir le développement.
C'est la première chose auquel les Africains aspirent depuis 1960. Et en 2022, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a aussi le défi sécuritaire qui prend du pas sur la gestion des États et ça ralentit aussi l'accès au développement. Ça, c'est clairement établi. Mais est-ce qu'en tant qu'Africain, on est obligé de se retrouver au centre de cette guerre, hein? Occident contre la Chine, Occident contre la Russie? Est-ce qu'on est obligé de se retrouver à chaque fois au milieu de cette guerre? Et bien nous en faut parce que je me rends compte que c'est pas la première fois. Rappelez-vous, lors de la guerre froide, eh bien, on avait un affrontement entre le bloc occidental. Est-ouest, ouais. Voilà, on avait un affrontement entre ces deux blocs. Donc, l'Afrique a trouvé le moment juste quand même pour se séparer de cette domination, je vais dire, qui a deux dents. Et on se retrouve dans la même configuration. On a ces deux blocs, hein, d'une certaine façon, qu'on ne veuille ou pas, c'est toujours deux blocs. Et l'Afrique a cette possibilité de pouvoir se détacher de ces deux blocs, de cette influence. Et c'est l'occasion rêvée. On a eu des crises successives. Ces crises successives ont permis aux Africains de prendre leurs propres mesures, de prendre des décisions politiques qui sont adaptées à leur réalité. Alors, ce sommet, comme mon confrère a dit, on ne sait pas ce qui va s'y tramer. On le sait, parce qu'on a 50 milliards. Il s'agit d'argent. Il s'agit d'argent, il s'agit d'aide. Ça n'a jamais résolu les problèmes. Il s'agit de 50 milliards d'aides publiques et 15 milliards du côté du secteur privé. Mais tout ça à quelle fin? Toujours dans un seul but, celui de ramener l'Afrique dans les décisions, enfin, de rallier l'Afrique aux décisions occidentales et particulièrement américaines. Ce qui est quand même un peu tard, mais ce qui est certain, ceux qui vont jouer le jeu vont tirer profit de ce schéma qui se dessine. Si je prends au mot Hamzat Abdoulaye, on serait, disons, un peu pris au piège. Par contre, on pourrait imaginer que c'est une situation quelque peu inédite où on a le choix des partenaires. On a vu la réponse des pays africains quand il s'agit de voter cette fameuse résolution contre la Russie. Beaucoup ont pris la liberté de ne pas s'y plier. Aujourd'hui, il y a plusieurs pôles qui tentent de séduire le continent. En tout cas, ça se joue, voilà, ça joue serré pour l'intérêt du continent. Est-ce que ce n'est pas au final une situation où les pays africains, s'ils s'y prennent bien, peuvent tirer les marrons du feu? S'ils s'y prennent bien. J'ai plutôt tendance à croire qu'ils y sont allés d'abord en rang dispersé. Tout le monde était pressé d'être à si bonne fête de toute façon. À part ceux qui ont été tenus à l'écart, personne n'a manifesté le désir de ne pas y aller. C'est donc dire que c'est aussi de l'Afrique qu'il y a du mouvement vers les autres, même si on tente de séduire l'Afrique. Mais je m'écarterai de l'analyse de mes co-débatteurs sur un point. En réalité, je ne crois pas que ce soit absolument, ou en tout cas ça n'a pas été dit comme tel. Et ce sommet s'est caractérisé par une faiblesse de la rhétorique. Il y a eu beaucoup de pragmatisme. Le thème en lui-même était tout un programme déjà, c'était autour du business. Et peut-être que ça permet d'aller droit au but. Et il n'empêche, même si les États-Unis restent obsédés par la montée en puissance de la Chine et essayent de contrer également les velléités hégémoniques ou le retour au premier plan de la Russie, je ne crois pas que ça ait été un sommet conçu de la part des États-Unis dans une vision concurrentielle avec les autres puissances, y compris l'Europe ou particulièrement la France, qui a des intérêts très avérés. Vous avez démarré votre émission par un lapsus révélateur en parlant de sommet France-Afrique. Non, je crois qu'en réalité, la nouveauté, c'est un peu la fin de la parenthèse Trump, de l'administration Trump, qui s'est fermée à ce genre d'initiative
Et particulièrement, l'administration Trump s'est caractérisée, mais c'était aussi ça le message des électeurs. M. Trump a été élu pour mieux s'occuper des Américains de l'intérieur. Bon, en même temps, les programmes phares de la coopération internationale américaine sont restés constants. La GOA, le MCC... Voilà, il n'a même pas touché à ça. Pendant qu'il était là, il faut lui rendre justice de ça, mais il ne s'est pas autrement impliqué dans le partenariat avec, en cas pas de manière volontariste. Pour boutade, il n'a pas fait de nouvelle guerre. Oui, ça peut être intéressant. C'est aussi ça, son actif. Il était plus préoccupé de faire la paix avec le Coréen, le Nord-Coréen. Et donc, c'était une réponse à une demande expresse de l'Américain du fin fond des États-Unis. Et donc les États-Unis, au fond, renouent avec l'ordinaire de leur politique, mais de manière décomplexée, sans rhétorique. Et c'est peut-être les autres qui vont maintenant avoir à s'inquiéter, qui vont faire du benchmarking pour essayer de s'adapter à la donne amenée par ce sommet et ses premiers résultats. Voilà. On n'a même pas parlé de terrorisme, on n'a même pas parlé de démocratie, de l'empire du mal. Il n'y a pas. Est-ce que, en parlant de rhétorique, vous avez noté cette différence également? Est-ce que les Américains sont en train de s'aligner? On ne dira pas qu'ils reprennent pour leur compte l'indifférence chinoise ou l'indifférence russe, la politique de non-ingérence dans les affaires internes. On n'en est pas encore là parce qu'on a quand même insisté sur la bonne gouvernance, sur ces constantes quand même de la diplomatie américaine. Mais est-ce que vous avez l'impression que le discours américain s'est quelque peu, on va dire, démonétisé, sans être péjoratif? Je suis entièrement compréhensif par rapport au thème. Et je dirais même que la politique américaine n'a pas forcément changé. Mais elle est en train de comme l'a expliqué mon confrère, les Américains estiment qu'il faille revenir à l'assaut, surtout en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Parce que vous allez voir, tous les financements qui ont été mis sur la table, il y a une condition sine qua non qui l'accompagne, la démocratie et la bonne gouvernance. C'est-à-dire, on estime que la démocratie est en recul. On estime que la bonne gouvernance fait défaut. Et donc, on veut accompagner les États africains, mais en leur disant que tout le financement qui sera accordé sera conditionné par la démocratie et la bonne gouvernance. Et là, ça pose toujours un problème. Un problème qui semble être au cœur même des débats aujourd'hui en Afrique. Le mode de gouvernance approprié pour chaque pays africain et la capacité de choisir son partenaire majeur. Et c'est pour cela que j'insiste plus ou moins sur le caractère plus ou moins concurrentiel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Africains, dans une certaine mesure, semblent préférer la collaboration avec la Chine? Parce que la Chine vient purement uniquement pour les affaires. La Chine ne se soucie pas si votre mode de gouvernance est la démocratie ou pas. De l'autre côté, vous avez la Russie qui vient sur cette table de négociation qui dit, moi, je me soucie purement du caractère sécuritaire. J'ai des armes, j'ai des équipes qui peuvent apporter un plus dans ce secteur-là. Et je veux aussi faire un peu les affaires. Et donc, la Russie semble être un partenaire du goût de certains pays africains ou de la nouvelle dynamique qui semble s'installer en Afrique, qui est une dynamique où les leaders semblent vouloir faire l'option, avec le peuple entre griffes bien sûr, puisque les questions de peuple sont toujours polémiques, les leaders semblent vouloir faire l'option de nous voulons choisir nous-mêmes la façon dont nous allons gérer nos ressources et nos pays. Et c'est là l'aspect concurrentiel. L'aspect concurrentiel est beaucoup plus idéologique, si on peut le dire, ou même dans la méthode de gestion de la chose publique que les États-Unis estiment qu'il faille renforcer la démocratie. Oui, mais en même temps, on a observé quand même qu'il y a, moins par le passé, il y a eu, disons, il n'y a pas eu de leçons à donner sur ce terrain de la démocratie. On a réaffirmé les principes de bonne gouvernance. Et quand on regarde autour de la table, franchement, Paul Biya, Déby fils, Bongo fils... C'est ça le paradoxe de la chose. Le paradoxe, c'est quoi? C'est que
d'abord, pourquoi est-ce qu'il a fallu que les États-Unis conditionnent de façon aussi officielle l'apport financier par la démocratie et la bonne gouvernance? Simplement parce que les États-Unis se sont rendus compte, et ils n'ont pas eu besoin de faire cela quand vous regardez les récents échanges qu'ils ont eu avec l'Afrique, parce qu'ils avaient, après la guerre froide, constaté que la capacité économique des États-Unis avait installé le mode de gouvernance par excellence un peu partout dans le monde, la démocratie. Il y avait des partenariats qui allaient bon train, et donc on n'éprouvait plus le besoin d'insister même dans le mécanisme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'échiquier international, on se rend compte que l'option du mode de gouvernance est beaucoup plus ouvert et sur la table, surtout en Afrique. Et donc aujourd'hui, les États-Unis estiment qu'il faille revenir à l'assaut dans une dynamique de guerre froide, si on peut le dire, où il faut imposer ce mode de gouvernance qu'ils estiment être la plus appropriée pour les États africains et aussi pour les peuples, mais qui arrange aussi les États-Unis dans leurs multiples dynamiques de partenariat et de coopération. Parce que les États-Unis se voient mal coopérer avec des États qui ne respectent pas ces principes de démocratie. Et le paradoxe, c'est bel et bien que, à la table aujourd'hui, on voit des chefs d'État qui font de la démocratie dans l'apparence en griffe, si on doit s'en tenir à ce qui nous parvient, ce que vous avez cité, mais qui continuent d'être des partenaires appropriés pour les négociations avec les États-Unis. Et donc, il y a des questions qu'on peut se poser par rapport à la quintessence de cette stratégie et par rapport aux raisons réelles. Est-ce que les raisons réelles sont d'avoir réellement un mode de gouvernance participatif où le développement est mis au devant et le peuple est bien servi, ou c'est simplement avoir des modes de gouvernance favorables à l'alignement de la position des États-Unis? Parce que la plupart de ceux qui sont venus à cette messe sont des États qui, d'une façon ou d'une autre, sont contre, même s'ils ne le sont pas officiellement, mais sont contre la dynamique russe et la dynamique chinoise. Quand je dis contre, peut-être pas officiellement, mais continue. C'est à nuancer, mais c'est parce qu'il y a de gros partenaires de la Chine. Oui. Les plus gros partenaires de la Chine sur le continent. C'est pour cela que je dis, peut-être pas officiellement, mais les États-Unis n'iront pas entretenir des relations. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé au Mali de venir? Ils les ont même pas invités. Le Mali et le Burkina. Spécifique. Exactement. Spécifiquement, je pense. Donc c'est parce qu'au moins ceux-là font semblant, ou du moins ne se prononcent pas sur la question de façon ouverte. Mais alors ils auraient pu tenir la République centrafricaine à l'écart également. Oui. Les Russes ils sont bien, ils étaient même avant d'arriver au Mali. Et n'eût été la sortie du président Nana Akufo sur Wagner au Burkina, ma foi, les Américains n'en ont pas autrement fait cas. Ils ont sérieusement évité les questions qui fâchent, on dirait. Et donc, de manière pragmatique, en réalité, je crois que ce que les uns les autres semblent voir en Afrique, c'est à la fois sa démographie galopante, mais qui pourrait devenir un atout à condition qu'il y ait une bonne formation. Des politiques appropriées. Des politiques appropriées au niveau des ressources humaines. Et le président Biden l'a subtilement laissé entendre. Et au fond, il n'a rappelé que deux choses. La disponibilité de l'énergie pour les entreprises qu'on appelle à venir en Afrique. Et puis, peut-être en pendant pour la gouvernance, en cas pour la promesse de la démocratie et de la gouvernance, le bien-être social. Et ça n'a pas été au-delà de ça, hein, il me semble. Même pas de leçons, au contraire. Et peut-être que là où on voit les États-Unis essayer de concurrencer les autres puissances, c'est de se montrer relativement prévenant avec l'Afrique en se faisant pratiquement l'avocat de l'Afrique pour le siège au Conseil de sécurité. On n'attendait pas les États-Unis sur ce genre de questions-là. C'est plutôt la Chine et autres là qui auraient été plus traditionnellement attendus sur ça. C'est le Conseil de sécurité ou le G20? Non seulement le Conseil de sécurité, mais le G20 aussi. Les États-Unis
on plaidait pour que l'Afrique soit plus permanemment présente. Est-ce que vous avez le même sentiment que sur ces questions qui font la marque de fabrique? Parce qu'il faut souligner également que ce soit l'AGOA ou le MCC habituellement sont toujours contingentés par il y a toujours un volet réforme institutionnelle. Mais pour le coup, pour ce compact dont le Bénin et le Niger ont bénéficié, ce volet institutionnel vise à renforcer la bonne gouvernance, mais de façon très spécifique dans l'entretien des infrastructures, l'entretien des routes. Donc on ne parle pas forcément de réforme institutionnelle politique. Donc il y a cette nouveauté et on semble y voir quand même que les Américains veulent faire pour le coup cette fois et de façon beaucoup plus forte du business as usual, parce que ce qui est porté là, c'est de dire aux entreprises américaines, allez-y, allez investir. Bon, aujourd'hui vous pouvez y aller. Écoutez, et j'ajouterai que pour toutes les puissances qui s'affairent autour de l'Afrique, il y a là, c'est plutôt les futurs marchés. C'est les futurs marchés qui sont solvables plutôt. J'allais dire tantôt, il ne faut pas se fier aux apparences. Ça semble peut-être du nouveau, mais c'est clair que les États-Unis ne vont pas continuer à financer ou continuer à aider un État qui ne leur plaît pas, en tout cas sur le plan institutionnel ou démocratique. Ne nous leurrons pas, ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la vérité. Et la belle preuve, et mon confrère a bien fait de le rappeler, le Mali n'est pas invité. Si c'était vraiment que les États-Unis voulaient se concentrer uniquement sur le business, eh bien le Mali fait quand même partie de ces États qui ont un potentiel en matière, je vais dire, minier, qui n'est pas à négliger en fait. Mais ils ne sont pas invités pour des raisons, qu'on va dire, politiques, pour des raisons qui font en sorte que les États-Unis... Et c'est là le drame, parce que j'allais le dire tantôt, c'est que les États-Unis, comme le bloc occidental, je dis bloc occidental, ça semble péjoratif, mais ce n'est pas du tout le cas. Mais ils semblent ne pas comprendre que le grand défi de l'Afrique n'est pas un défi politique. Ce n'est pas un défi lié à la démocratie. Ce n'est pas du tout le cas. Le véritable défi de l'Afrique, c'est social. Tant qu'on ne va pas régler... mais bon, le politique conditionne quand même le social. Je vous assure que non. Je vous assure... Il faut quand même une forme d'organisation du gouvernement. Je vous assure que le politique ne conditionne à aucun moment le social. Ah oui, donc on évolue dans l'anarchie. Il faut quand même une forme politique. Je me base en fait sur ce qu'on a vécu, sur du fait, sur des faits, durant tout ce temps, qui prouvent... Vous parlez d'un changement politique, c'est ça? Se baser sur la politique pour changer le social, ça s'est toujours soldé par un échec, cuisant d'ailleurs. Et si les États-Unis continuent de se concentrer sur la bonne gouvernance, sur la démocratie, sur la bonne politique, sur les têtes politiques, politiquement correctes, qu'il faut sélectionner sur l'échiquier continental avant de leur donner une certaine aide, eh bien, ils ont tout faux, parce que ça ne va pas réussir. On va prendre des exceptions. Au-delà des États-Unis, rassurez-moi, au-delà des États-Unis, de la Russie, il nous faut bien une forme politique pour quand même gouverner. Au-delà de toute interférence extérieure. La politique, si on veut accéder au développement, et on le disait, qu'il va falloir changer de paradigme, le tout politique n'a jamais porté ses fruits. Et on est en plein dedans. On met toujours la politique en avant, les hommes politiques en avant, on met le gouvernement en avant. Parce qu'il s'agit du gouvernement comme... On se rassemble tous au stade de l'amitié et puis on décide. Non, c'est pas du tout. Il y a bien des OSC qui existent dans les pays. Le Bénin, par exemple. Jouer la taille Guédégbé, je serais intéressé par cette idée. Non, j'en suis pas. Venez nous gouverner. Ce n'est pas qu'une idée. Je ne parle pas d'une idée de prendre des OSC, par exemple, à la tête des gouvernements. Non. Mais de les intégrer en tant que partenaires. C'était un des malentendus charriés par... Vous ne les trouvez pas... Déjà, ils sont peut-être un peu trop intégrés à la politique, les OSC. Les OSC sont peut-être... Oui, ils sont en politique. Sont non partisanes. Les OSC sont non partisanes. Si vous êtes sur la question fort de politique heureusement, mais publique, elles sont fortement impliquées en politique. Donc, on va se... Parfois, elles en font. Ce sera le serpent qui se mord la queue. Toutes les fois, Joe Biden a dit que là où l'Afrique réussit, le monde et les États-Unis aussi réussissent. Ce qui n'est pas vrai. Parce que le contraire, là où le monde échoue et les États-Unis échouent, l'Afrique arrive à réussir. Quand vous prenez la crise qu'on traverse, que le monde entier traverse, mais l'Afrique quand même arrive à avoir des chiffres positifs, très positifs. Et quand on parle même du climat, aujourd'hui, on parle du climat. L'Afrique, concrètement, dans ce défi climatique, est
hauteur, je vais dire, à combien de pourcentage? À moins de 5%, mais 4% et plus. apparemment, devrait en subir les plus grandes conséquences. Les conséquences, on ne les subit pas en 2022, on les subissait depuis les années 90. Nous n'avons pas la face. Les inondations au Bénin, ça a commencé quand? Ça ne change rien. Donc, ça ne change techniquement rien du tout. Mais ce qu'il faut revoir, c'est le dialogue, le discours envers les États africains. Et quand on veut le mettre en avant des faits, rien que des faits en griffe pour leur miroiter un certain développement contre du dollar, eh bien, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Le dollar ne donnera pas le développement. Parce que derrière le dollar, derrière ces aides, eh bien, il n'y a pas que de la vérité. L'autre chose, et je vais finir par ça, c'est que oui, les États-Unis investissent plus dans le développement à l'interne, en misant plus sur le volet agricole, par exemple, dans plusieurs États. Mais est-ce que les États-Unis priorisent vraiment les échanges entre États africains? Je ne pense pas. C'est peut-être inédit cette fois-ci. On a vu le Bénin et le Niger signer un accord. Et les États-Unis étaient un peu comme l'arbitre, 500 millions de dollars. Pour le coup, ce qui est dit, l'objet de ce compact, c'est pour renforcer les marchés interrégionaux. C'est le but. C'est une première. Et ça, c'est des initiatives qu'il faut peut-être saluer, qu'il faut certainement saluer et encourager dans le futur. Maintenant, est-ce que ça va être la seule note positive de ce sommet? Je ne le pense pas. Il y a rien d'autre. Les annonces ont été déjà faites pour la Gambie, le Sénégal et j'en passe. Oui, le Togo, il y a d'autres impacts. Bon, on va faire rapidement, on a tout épuisé en ce qui concerne le temps d'antenne imparti, mais juste une question, ce sera votre mot de conclusion. À la suite du développement d'Amzat, on a l'impression que les chefs d'État qui sont allés, y compris le nôtre, qui sont allés à ce grand route diplomatique et politique, sont quelque peu naïfs, sont quelque peu des bisounours et découvrent le monde. Est-ce que réellement, en décrivant la scène comme ça, est-ce que ça ne participe pas d'une certaine infantilisation des dirigeants politiques? Tout dépend de comment est-ce qu'on l'apprécie. Et aussi ce qui va se passer par la suite. Si nous avons des chefs d'État qui sont allés sans s'être préparés et sans savoir exactement ce qu'ils vont chercher... Oui, mais c'est ma question. Est-ce que vous pensez, parce qu'on le dit souvent... Ça m'étonnerait que des chefs d'État aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, avec les défis économiques, politiques qui existent, se permettent de se déplacer sans réellement retrouver quelque chose ou sans objectif, sans gain, sans intérêt pour le pays. Je pense que c'est archi faux. Tout au moins, il y a une chose que chacun va revenir avec, c'est la possibilité d'avoir du financement. Et qui parle de leadership d'un État parle de mobilisation de ressources financières. Et donc, je comprends naturellement la dynamique des chefs d'État qui sont allés à ces sommets. Et je suis persuadé qu'ils vont revenir avec si ce n'est pas de l'argent, c'est des promesses d'argent. Maintenant, au-delà de cette dynamique, est-ce qu'il faut se fier à la volonté des États-Unis de voir l'Afrique entièrement et totalement se développer? C'est une autre question, c'est un autre débat. Et par rapport à ce débat et à ça, il faut que les chefs d'État se souviennent de quelque chose qu'ils connaissent déjà. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et donc les États-Unis ont leurs intérêts qu'ils défendent. Non, ça me permet de dire que ce qui est en jeu, c'est un marché africain. Et donc, mieux vaut peut-être investir pour pouvoir être présent au moment d'avoir les retombées. Et la Chine, qui a été un nouveau partenaire tout beau pour les pays africains, s'essouffle également dans la possibilité d'accorder des financements. Oui, c'est le nouveau créancier en puissance du continent. Oui, le nouveau créancier, mais les crédits ne seront plus alloués tel qu'on l'a espéré avant, même si la Chine n'a jamais fait mystère de son mépris de la bonne gouvernance. Bon, donc, chacun va y aller avec ses atouts en essayant de caresser dans le sens du poil les pays africains. Il n'est que d'observer la manière dont les États-Unis ont semblé lâcher leurs partenaires de choix en Afrique centrale et de l'Est, le Rwanda, l'Éthiopie, qui était... L'Ouganda. On ne les a pas vus à la fête. Donc, ils étaient là, mais ils étaient là au second plan, quelque peu. Et sur le Soudan, où les choses auraient pu se cristalliser parce que la Chine y est en puissance pour y avoir du pétrole, les droits de l'homme ne sont pas du tout leur tasse de thé. Bon, les Américains n'en ont plus fait.
un cas polémique. Donc, est-ce que quelque chose n'est pas en train de se redessiner? Attendons de voir comment M. Blinken, notamment à la tête de la diplomatie américaine, va articuler le discours concret des Américains sur la vie politique en Afrique. M. Abdoulaye, pour conclure. Les sommets s'enchaînent. Les rencontres à l'international des chefs d'État, des chefs de gouvernement s'enchaînent. Mais la note positive sur les peuples en Afrique, les peuples dans les États africains, qu'est-ce que ça reste après ces échanges, après ces sommets? Pas grand-chose. Donc c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer cela. Conclure des accords, c'est très bien, mais il faudrait que l'impact soit ressenti directement. Maintenant, si cela ne se ressent pas, est-ce que les failles sont de l'autre côté? Je vais peut-être, quand je dis l'autre côté, je parle des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas peut-être dans leur volonté manifeste d'avoir un politiquement correct à leur façon, à leurs idées, à leur veste, que cela ne s'est pas fait? Parce que dites-vous, tout peut changer en 2 ans. Un État, on l'a vu avec le Mali. Le Mali a basculé en quelques mois, en quelques semaines. Donc, est-ce que quand l'État va basculer, est-ce que quand la gouvernance va basculer, les États-Unis vont tourner le dos à l'aide au développement? Les États-Unis vont tourner le dos à l'aide à l'État en question. C'est pour ça que je dis, tout axé sur le politique va fausser la donne, parce que si vous misez uniquement sur le politique, sur la tête politique, dès qu'il y a un changement, et on sait très bien que l'Afrique, ça change à tout moment, dès que ça va changer, eh bien, les États-Unis c'est vrai que ça a vont encore... secoué ces derniers mois, mais bon, ça ne change pas à tout moment. Mais peut-être pas à tout moment, La mais majorité des pays, c'est vraiment pertinent. Même en Afrique de l'Ouest, la majorité des pays sont stables. J'en appelle vraiment à la responsabilité des États africains. Oui. Chercher de l'aide ailleurs, c'est très bien, mais pour avoir écouté un grand économiste financier aussi, béninois, Lionel Zinsou, que vous connaissez très bien, qui a fait un débat, un speech très intéressant sur l'avenir du continent africain, eh bien, il y a de l'espoir en Afrique. Il suffit juste de regarder à l'intérieur et on va s'en sortir. Parce que de toute évidence, les espoirs du côté occidental sont amoindris, sont réduits, et l'Afrique n'est que ce qui va leur procurer ce sentiment de renaissance qu'ils recherchent. Merci. Donc, pourquoi ne pas rechercher à notre niveau ce sentiment de progrès avant de le distribuer aux autres? Merci Hamzat Abdoulaye pour cette prolongation. Vous allez me mettre en porte-à-faux avec Baréji. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un consultant et analyste géopolitique. Morgana Souba-Metodji, consultant, analyste géopolitique, expert en relations internationales et accessoirement collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Joël Taï-Gedegbe, expert en gouvernance. Et peut-être futur homme politique. Hamzat l'a prophétisé. Non, ce n'est pas pour vous. Pas dans le cadre qu'il a. Pas dans le cadre qu'il a. Voilà. Ça ne peut pas être la vocation de la société civile. Voilà. On va finir là-dessus. Ça peut être qu'une école. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles à nos programmes.